La musique des petites annonces. Salut! Avant l'épisode d'aujourd'hui, j'ai un message très important à te faire passer. Ça fait un peu plus d'1 an que je fais Nouvelle École et maintenant 10 mois que je le fais sérieusement en sortant au minimum un épisode par semaine. Ça me prend pas mal de temps et ce serait bien que je puisse gagner un peu d'argent avec, histoire de pouvoir continuer à le faire, voire le faire encore mieux. Ces derniers temps, j'ai reçu pas mal de propositions de sponsoring de la part de différentes marques, mais je crois que ce n'est pas encore le moment pour moi. C'est pourquoi je te donne l'opportunité dès aujourd'hui de soutenir officiellement Nouvelle École en participant à mon Patreon. Patreon, c'est un site un peu comme Tipeee sur lequel tu peux me faire des dons. Les dons commencent à 2€ par mois, soit un café par mois, et ensuite libre à toi de me donner le montant que tu souhaites. Donc si tu aimes Nouvelle École, si tu veux m'aider à continuer ou tout simplement m'envoyer un peu d'amour, tu peux participer à mon Patreon. L'adresse c'est patreon.com/nouvelleécolepodcast et je te mets le lien dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai terminé. Merci et prépare tes oreilles pour l'épisode qui arrive. Est-ce que ça me fait du bien de créer? Oui. Et est-ce que ça me fait du bien d'être imparfait? Ouais, ça fait peur, mais ouais, ça fait du bien. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Raphaël Descraques. Raphaël est scénariste et si vous avez déjà été sur YouTube, vous avez probablement vu son travail. En 2013, Raphaël a cofondé le collectif Les Suricates au sein de Golden Moustache avec Julien Josselin, Vincent Tirel, mais aussi Flaubert. Avait suivi une série de vidéos à succès visionnées des millions de fois et même un long métrage, Les Dissociés, publié directement sur YouTube fin 2015. Depuis, Raphaël continue d'écrire pour lui et pour les autres. Dans cet épisode, on évoque la peur du créateur de montrer son travail. Il m'explique ses techniques pour affronter cette peur de créer, cette peur de montrer. On parle longuement de créativité, d'habitude, de routine. C'est un épisode que je trouve particulièrement bien et j'espère qu'il vous plaira. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application. Sur Android, il y a Podcast Addict ou encore Overcast. Et pour ça, il vous suffit de chercher Nouvelle École et de cliquer sur s'abonner. Bonne écoute! Quoi? Ma voix passe dans les écouteurs, ça passe va, très bien, très bien. Proche. Non, mais tu comptes te mettre comment? C'est comme ça, ouais, tu me dis, comme ça c'est très bien. Okay, parfait. Très bien. Eh bien, salut Raphaël Descraques. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir sur Nouvelle École. Je suis ravi d'être là. Oui, bonjour, bonsoir. C'est vrai que c'est pas encore. On n'a toujours pas décidé. Ouais, c'est ça. Raphaël, tu es. Alors, je vais faire de mon mieux pour te présenter. Je dirais que tu es scénariste avant tout. Mais est-ce qu'il y a une différence entre auteur et scénariste? Je sais pas, non. Je trouve le mot scénariste joli, mais oui. Non, j'ai aucune idée. En plus, auteur, moi j'ai l'impression que j'ai un peu plus peur de dire auteur, tu sais. Ouais, aussi. J'ai l'impression que c'est que pour Welbeck et Virginie Despentes. Peut-être. Étrangement, moi c'est un peu l'inverse. J'ai l'impression qu'auteur, on nous appelait auteur quand c'était plus autour du sketch. Tu vois, quand on faisait des sketchs, il y a les auteurs pour ce sketch et les auteurs pour machin. Et que après c'est devenu scénariste quand on faisait des scénarios ou des courts-métrages plus de fiction et qu'on bossait je sais pas trop. C'est 2 mots. Tu es donc scénariste, mais tu es aussi réalisateur, comédien. J'ai l'impression que tu es surtout scénariste ces derniers temps. En ce moment, ouais, c'est un peu le truc que j'aime bien. T'as cofondé le collectif Les Suricates. Tout à fait. Que t'avais cofondé avec Julien Josselin, Vincent Tirel, Flaubert aussi, qui était passé sur Nouvelle École. Tout à fait. Tu as, avec ce collectif, vous avez sorti plein de films que j'ai beaucoup aimés, notamment au début, vous aviez fait des sketchs assez courts. Il y avait Super Heroes Hangover, etc. Il y avait aussi eu Le Fantôme de merde qui était plus long, ouais. Que je montre encore à des gens souvent. Et Les Dissociés, qui était une sorte de vrai film, quoi, que vous avez mis sur YouTube, de long métrage. Ouais. Et là récemment, je sais que tu bosses sur différents projets où t'écris. Et t'as même mis d'ailleurs, t'avais bossé assez longtemps sur un script qui s'appelle Le Soldat en carton, ouais. Que tu as mis en libre accès sur Internet pour que les gens puissent aller voir parce que t'avais plus envie de le produire, enfin de le sortir. Ouais. Et en fait, ce que je constate, c'est que tu montres beaucoup ton travail. Tu t'as sorti énormément de choses depuis que moi je t'ai découvert, c'est-à-dire avec les premières vidéos sur i4. Ouais. Et je voulais te poser cette question en premier. C'est est-ce que après avoir autant produit, autant sorti de choses, autant montré ton travail, t'as toujours peur de montrer ton travail? Ah oui. Ah oui, ça me fait très très peur à chaque fois. Ouais. C'est un peu.
une exposition un peu soudaine de qui tu es ou de ce que tu as fait, et t'as peur d'être jugé ou tout ça. Donc c'est toujours flippant. Ouais. J'ai pas une assurance de ouf à chaque sortie. Mais c'est à la fois aussi super moteur. Enfin, c'est une peur qui peut être aussi très positive. Genre, ok, je vais me dépasser. Ça peut être une excitation aussi. Mais ouais, la peur est toujours là. Ouais. Tu te forces du coup le plus souvent possible. Il y a des choses que tu sors pas, que tu sortiras jamais. Oui, très probablement. Il y a des fois où je me pose la question 1000 fois et je me dis non, ça c'est pas assez bien, ou on va se foutre de ma gueule, on va se dire il y a des gens qui vont trouver ça nul ou des trucs comme ça. Donc il y a des fois ouais, je garde dans les cartons, dans les disques durs certaines choses, pas des vidéos que j'ai faites ces dernières années parce que il y avait toujours une production dans la boucle quoi quelque part. Donc des gens impliqués, tu veux dire? Ouais, qui auraient jamais accepté que je dise en fait non, on le fait pas. Et j'aurais toujours trouvé une solution ou quelque chose. J'ai fait que très rarement des trucs très en full indépendance pour ma chaîne YouTube à moi, où là j'aurais pu être décisionnaire de non, j'aime pas le montage, je montre pas. Mais connaissant un petit peu ouais, ma personnalité, des fois je peux être aussi très peureux et me dire non, ça mérite pas d'être montré. Donc ce qui est bien dans cette phase-là, avant de montrer un peu au grand public en tout cas, ou genre de diffuser largement, c'est de montrer un peu aux proches et d'avoir un sentiment. Il y en a que si ça aime, ça peut être déjà des sortes d'apéritifs de genre ok, ça va, je peux l'envoyer et tout. Donc, est-ce que t'as une petite équipe préférée de gens à qui tu montres un projet toujours? Un peu, ouais, j'ai le cercle proche, que ce soit la famille et les amis proches, et des amis qui sont dans ce milieu ou qui sont dans des milieux créatifs, et d'autres qui pas forcément, et qui sont justement souvent ceux que j'écoute le plus, pas forcément dans leur argumentation par rapport à ce que je crée, mais dans leur ressenti, ou parce que c'est le futur public que je vise. C'est les gens qui sortent du cinéma ou qui ferment un livre et qui disent ce qu'ils ont ressenti. J'ai pas besoin de critiques de cinéma ou de gens que du milieu qui connaissent les rouages ou les ficelles, et j'ai besoin de mélanger les différents avis. Et donc c'est pour ça que j'aime bien avoir dans mes amis des gens qui connaissent pas trop ce milieu et qui disent juste leur ressenti, s'ils ont aimé, pas aimé, compris, pas compris. Ça c'est aussi important. Donc je varie et j'ai ma petite palette, mon petit carnet de copains, copines, famille à envoyer. Ouais. Tu veux dire que les professionnels sont pas forcément les mieux à même de t'aider à sortir un truc en fait, bon truc. Pas que eux. Ça, surtout dans le monde un peu où là je découvre vraiment le monde du scénario, qui est un document qui est temporaire ou qui est une base de travail. Parce que le scénario n'est pas une fin en soi. Et du coup, qu'en effet, si on montre que à des professionnels, il y a que de l'espace entre les lignes pour changer des choses, et il y a que des points négatifs, entre guillemets. Parce qu'il y a une projection de leur propre travail ou de leur propre... Et puis c'est un travail en cours. C'est comme si j'étais un peintre et que sur une toile, j'avais dessiné au crayon de papier. Et que genre c'était là j'espère qu'il y aura de la couleur, là cette montagne change là, vu que c'est que du crayon de papier tu peux gommer, versus si j'avais fait la peinture et que on dise cette montagne tu peux pas la changer, je l'aime pas de ouf, mais j'aime bien le bonhomme qu'elle a, tu vois. Donc il y a un peu ce truc là où genre j'aime bien mélanger pas que des professionnels et aussi du futur public, des humains normaux, des humains qui ont pas une expérience de ce milieu là, pour justement avoir une palette complète d'avis et de ressentis sur ce que je fais et sur ce que ça leur a fait surtout. T'essaies de montrer au plus de gens possible, ou t'essaies de garder un nombre limité? Parce que parfois j'ai l'impression que si je montre t'auras autant d'avis que de gens à qui tu montres le truc. Exact. Et après t'es perdu quoi. Ouais. Tu te dis je sais pas ce que je fais. C'est ça. Alors moi justement j'aime bien pouvoir montrer au plus de gens possible étrangement, mais avant je me fais une sorte de petit exercice mental de protection je vais envoyer, je ne serai pas mis en cause moi en tant que personne, donc leurs retours ne voudront pas dire, ils ont le droit de détester, ça voudra pas dire que je suis quelqu'un de mauvais ou de nul, etc. Tu vois, donc c'est quelque chose que j'ai fait, donc d'essayer de me dissocier un peu de l'œuvre, tu vois, et de me dire ok, on va parler de l'œuvre, pas de moi, et donc d'être très ouvert au retour. Et ça c'est un truc que t'as travaillé, ou dès le départ tu pensais comme ça? Non, j'ai dû un peu le travailler justement, parce que je suis quelqu'un d'assez en tout cas dans ces moments-là de sorte, quand tu viens de créer un truc et tout, je peux être assez fragile et assez vulnérable, et un peu influençable. Si on me dit vraiment non mec, si on me dit avec un peu trop d'assurance non mec, c'est vraiment non,
Je vais faire oui, d'accord. J'arrête, du coup. Pomme Z. Et du coup, genre, ouais, j'ai dû faire des mini, je sais pas, un peu pas de la méditation, mais des mini trucs avec moi-même, de me calmer, d'être un peu sûr de moi sur certaines choses. Et à la fois, c'est ce mélange-là d'être sûr de soi et très à l'écoute. Faut vraiment être à l'écoute des gens, mais faut pas choisir l'un par-dessus l'autre. Faut pas se dire, je suis très à l'écoute. Si tu fais ça, en effet, il y a autant d'avis que de gens. Et il faut pas être sûr de soi et fermer son écoute, fermer ses oreilles et se dire non, ils ont tous tort, c'est tous des enculés. Non, c'est vraiment un doux mélange des deux. Et donc du coup, j'essaie d'être prêt à chaque fois quand j'en vois, d'être prêt à tout ça, tu vois, d'être prêt à écouter, d'être sûr de moi sur certaines choses. Ça veut dire que t'attends quand même toujours un certain moment avant de montrer, t'attends d'être sûr d'avoir quelque chose d'assez solide, ou en tout cas que tu considères assez bien, quoi. Ouais, un peu quand même, un truc comme... Tu vas pas balancer ton premier jet, genre, voilà, j'ai eu l'idée, voilà le premier jet, tiens, je te le balance, t'en penses quoi? Non, j'attends un peu de montrer un truc que j'estime montrable ou que j'estime lisible dans le cas des scénarios aujourd'hui. Dans le cas où c'était pour les vidéos un peu avant, je montrais un truc où, si c'était un truc où il fallait beaucoup se projeter, genre il y avait pas les effets spéciaux, en son c'était de la merde ou je sais pas quoi, je montrais un petit peu plus à des professionnels, des gens du milieu, parce que eux ils connaissent un peu les bails et du coup ils savaient se projeter sur ça. Quoique des fois je pouvais aussi montrer à des potes qui connaissaient pas trop et leur dire il y aura un effet spécial là, etc. Mais d'une manière générale, j'attendais que ce soit le plus montrable possible et surtout d'arriver un peu en bout de course de je sais plus trop quoi faire là. Parce que quand tu montres et que tu sais que tu vas changer le troisième plan, ce moment-là, ou bien tu le briefes avant, mais ça peut être super frustrant qu'on te dise ça et que tu fasses oui, mais, mais là, je sais que ça va changer. Ouais. Alors que quand tu arrives un peu en bout de course et tu fais là, je sais plus, j'ai besoin du groupe, j'ai besoin des amis et des autres êtres humains. Qu'est-ce que vos cerveaux et vos cœurs en ont pensé? Et du coup, c'est plus intéressant là quand t'as vraiment plus trop de visibilité, de recul sur ton truc. Donc le moment où tu sais plus vraiment où aller, c'est le moment où peut-être c'est le bon moment pour montrer. C'est le bon moment pour confronter au monde. Ouais. Je te pose cette question parce que je parle avec beaucoup de personnes, en tout cas des gens qui viennent me parler sur Nouvelle École et qui font pour beaucoup des choses créatives, des choses artistiques, mais qui osent pas les sortir parce qu'ils se disent mais c'est pas parfait, tu vois, c'est nul. Ouais. Ou alors je sais que je suis très très fort. Moi je sais que j'ai beaucoup été comme ça aussi. Je me dis j'ai vraiment du potentiel, mais ce que j'ai fait là, c'est pas du tout pareil que ce que j'avais dans ma tête, donc je vais jamais le sortir. Ouais. Et je te posais ces questions parce que il y a un peu une ligne assez trouble entre le perfectionnisme et accepter de sortir des choses parce que tu vas jamais progresser sinon, quoi. Ouais. Là, je suis complètement d'accord. C'est pareil entre ces deux. Toi, est-ce que tu as moins peur maintenant quand même de montrer ton travail qu'au tout début? La répétition te fait avoir moins peur ou pas du tout? Je pense que la répétition un peu habituer mon corps, mon cerveau à ce genre d'événement, montrer un truc que j'ai fait, avoir le ressenti en bien et en mal. Mais à la fois, moi, je trouve que c'est toujours un truc qui me terrorise, d'autant plus sur un truc où je suis un peu encore nouveau sur l'écriture de longues histoires, en tout cas, d'histoires plus longues, donc soit en scénario, etc. Donc, j'ai un peu peur de me foirer à ce niveau-là. Mais je reste quand même très terrifié, surtout quand l'œuvre entre guillemets ou la création est de plus en plus personnelle, où j'y mets beaucoup de moi. J'ai peur d'être jugé, tu vois. Et à la fois c'est aussi super excitant parce que plus c'est proche de toi, plus c'est personnel. Je sais pas, plus il se passe un truc quand tu le balances au monde où t'as l'impression d'avoir dit un peu qui t'étais. Est-ce que c'est pas un bon signe, ouais? Le fait que t'aies peur. Si t'avais pas peur, peut-être que c'est un truc que t'as déjà fait 10 fois. Surtout si tu fais un truc un peu genre industrialisé, genre comme si tu faisais tu as un truc un peu pré-mâché et oui, t'es bon pour faire ça et ça roule bien, mais t'y as pas mis de cœur et y a pas ton cœur ou trop d'ADN de toi dedans et qu'on te dit que c'est bien. C'est plus difficile de recevoir le compliment quand tu fais ouais, c'est bien, mais c'est mathématique, quoi. J'ai posé un truc mathématique. Alors que quand il met un petit peu plus d'organique, un peu plus de toi, tu te mets en danger, tu risques, le compliment, il est un peu décuplé. Du coup, le retour négatif, il est peut-être aussi un peu décuplé, mais faut faire attention à l'écoute des deux. Faut pas prendre le compliment comme genre, ok, c'est bon, je suis un génie et je suis le maître du monde. Faut prendre le compliment avec ce qu'il est, mais il fait du bien. Mais oui, ça fait toujours peur de sortir les trucs. Et je trouve que ça fait partie du jeu un peu. Enfin, faut essayer de voir cette peur comme un truc positif à dépasser. Et elle est même saine des fois parce que
je trouve ça plutôt sain si je compare le fait de sortir un truc, une œuvre artistique, une création, si on compare à genre prendre la parole devant une assemblée, devant une place de marché et dire coucou, alors je voulais dire qui j'étais. L'horreur. Ça fait peur et c'est plutôt sain comme peur parce que genre c'est un peu pas contre nature mais un peu genre d'un coup tout ce groupe te regarde, un truc que nous êtres humains on valorise énormément, c'est notre inclusion dans le groupe, tu vois. Le rejet et l'exclusion, c'est le truc, c'est une mort pour nous. Donc c'est normal d'avoir cette peur et cette peur peut devenir donc ce trac ou ce stress peut devenir méga positif parce que peut te faire mobiliser en toi, dans ton corps ou dans ton cerveau des solutions pour montrer un truc présentable, pour machin. Donc j'essaie de voir cette peur comme genre faut pas l'annihiler et un jour elle existera plus, je pourrais faire voilà, j'ai lâché mon dernier film et je vous emmerde. Et plutôt faire genre non, j'aime bien avoir peur de m'exposer. Je trouve ça normal. C'est quelque chose est-ce que c'est du coup quelque chose que tu recherches presque? Tu te dis quelles sont les zones où j'ai un peu peur ou les sujets sur lesquels j'ai peur ou des choses à faire que j'ai. Par exemple, dans le podcast, je cite le podcast de Mademoiselle sur la masculinité qui s'appelle The Boys Club. The Boys Club. Ouais. Tu disais que tu avais commencé à apprendre à danser, faire une danse de couple avec ta copine et que ça te faisait peur parce qu'il fallait parfois être lead. Et puis, alors moi, c'est quelque chose qui me terrorise la danse. Je meurs de trouille à chaque fois que je dois danser, surtout avec une fille, parce que je suis nul, quoi. Et j'ai peur. Tu vois, et du coup, je me dis tout le temps dans le fond de ma tête, il faut vraiment que j'aille apprendre à danser, parce que ça me fait tellement peur. Ça veut dire que c'est un truc qu'il faut que je fasse, tu vois. Est-ce que t'as des choses comme ça, toi, ou? Un peu. Je suis quand même quelqu'un qui aime bien rester dans sa zone de confort un maximum et qui est un peu terrorisé de pas mal de choses, mais certaines, en fait, quand je sais pas. Il y a un truc un peu imperceptible ou qu'on peut pas trop décrire quand t'as peur mais que ça c'est aligné ou qu'il y a un truc je sais pas, tes organes résistent pas ou je sais pas, c'est genre oui j'ai peur mais je vais faire cette décision ou ce choix. Je sais pas, j'ai l'impression comme s'il y avait un instinct ou une intuition qui te dit ça. Tu le sens, tu le sens un peu dans le beat, genre j'ai peur de faire ce match de basket avec mes potes, mais j'en ai un peu envie aussi. Je vais le faire. Alors que versus, j'ai peur d'aller nager avec des requins. Je fais, non, vraiment, j'ai peur d'aller nager avec des requins et c'est normal. Je ne le fais pas. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut s'entraîner à reconnaître quelles sont les bonnes peurs et les mauvaises peurs. C'est ça. Enfin, les mauvaises peurs. Ouais. C'est vrai qu'il y a une différence entre vouloir sauter à l'élastique et avoir peur d'écrire un film ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. C'est ce genre de peur de résistance qu'il faut arriver à... Et c'est surtout, je pense, la peur, elle sera peut-être sûrement toujours là, mais c'est la réaction à la peur. Si moi, si une peur de quelque chose me crée une paralysie, c'est un truc où je bouge plus, je reste sur mon canapé, j'évite. Ça t'est déjà arrivé, ça? Ah oui, beaucoup. Ouais, surtout dans l'écriture. Avec des projets d'écriture, par exemple? Des projets d'écriture, ouais, où tu t'y mets pas, quoi, où t'as envie d'y aller, mais tu t'y mets pas, tu trouves que des raisons et des excuses et d'autres trucs à faire, etc. Et ça crée une sorte de paralysie. Ça, je me dis, il y a un souci. Il faut que j'aille voir un truc en face. Et des fois, il y a des peurs qui juste, cette émotion-là, elle est là pour survivre. Hein. Donc, si on a peur des ours, c'est pour pouvoir ne pas rester devant un ours quand il nous attaque. Quoi. Non, mais donc, je crois que c'est surtout parce qu'on est encore malheureusement on subit la programmation génétique biologique qu'on a eu il y a des milliers d'années, et qu'à l'époque, tu sais, en gros, si tu cours dans la forêt et que tu vois une pomme et que tu vois un lion, tu vas te rappeler du lion, pas de la pomme, tu vois. Ouais. Parce que le lion, il va potentiellement te manger, et du coup. Le but c'est que tu puisses survivre, et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de peur et d'anxiété, tu vois, et qu'il faut apprendre à faire le tri, justement. C'est ça. Non, c'est sûr que c'est. Ouais, je pense que l'émotion en elle-même, la peur, elle est trop normale. Faut se poser avec, faut dire ok, t'es mon coloc maintenant. Quand tu disais regarder en face, ces projets-là où t'avais parfois trop peur, où t'étais paralysé, tu as fini par les faire, ou alors tu t'es dit c'est peut-être pas le bon projet, ou Ça peut être un mélange des deux. Ça peut être genre en effet se poser en face et se dire genre peut-être que genre il y a un souci et il faut peut-être trouver un truc qui est plus fluide. Ou alors en effet genre il y a peut-être un autre problème, le problème vient d'une autre source qu'il faut que je règle avant de pouvoir me coller à ce projet. Ou alors même pimper comment tu fais ce projet, tu vois. Enfin genre par exemple, moi dans le cadre des scénarios qui me font peur, la façon d'écrire, me mettre à l'écriture me faisait peur, mais en soi ça se voyait par une flemme ou je le faisais pas, etc. Je m'y mettais pas ce jour-là. Je me suis dit ok, peut-être que je peux pimper quelque chose dans le processus et essayer de rendre la façon d'écrire moins ni chiante ni flippante, et d'essayer d'aller trouver un truc plus ludique
Tu vois, parce qu'en gros, moi, je me faisais souvent la comparaison de, je joue pas mal à la PlayStation et il y a un jeu auquel je joue pas mal. Overwatch notamment. Donc j'y joue pas mal, j'aime beaucoup. Mais les jours où j'aime pas jouer Overwatch, c'est quand j'y vais par fuite, tu vois. Je joue par fuite et pas par petite récompense ou pour me faire du bien ou pour jouer avec mes potos, tu vois. J'y vais par genre automatisme et genre ça au moins je sais faire et je fuis le monde et je fuis mes problèmes. Et du coup, quand je me suis dit putain mais pourquoi c'est super simple d'aller allumer ma play et jouer à Overwatch alors que j'ai un scénario qui m'attend où en soi je suis ultra libre, je peux m'exprimer, je peux inventer les noms, les objets, les monstres que je veux. Pourquoi ça fait peur? Enfin, en plus, pour moi, juste créer des histoires et écrire des scénarios, c'est très similaire à quand tu joues quand t'es petit dans ta chambre. T'as tes jouets et tu te crées des petites histoires et c'est cette même impulse, j'ai l'impression. Donc je me dis, mais ces deux trucs-là sont des jeux. Pourquoi c'est plus facile d'aller allumer Overwatch? En effet, tout est déjà là, j'ai juste à choisir mon personnage et tout. Mais pourquoi je vois pas mes créations comme cet endroit méga libre et tout? Et en effet, ce qui jouait pas mal, c'était la façon de faire. L'ordi direct, le logiciel avec cette page blanche et ce curseur qui t'attend, qui dit tic-tac, mon gars. C'est ça qui fait que c'est pas comme quand t'es gosse, ouais. C'est ça? Et du coup, j'ai essayé d'y rajouter un côté un peu plus ludique. Je m'y mets des sortes de petites fiches colorées, des conneries comme ça. Je me crée ces petits carnets. Bah, du coup, à l'audio, on pourra pas trop voir. Non, mais on peut les décrire. Moi, j'ai envie de les voir, moi. C'est des carnets où, t'inquiète, c'est pas un projet que tu verras tout de suite. Ça, j'ai un peu abandonné, mais genre, c'est des carnets que j'ai appris à faire en 6e pour des fiches de lecture en grammaire. Et du coup, c'est juste pour vous décrire, c'est des fiches Bristol, je sais pas le format A3. Format fiche Bristol de base, non? A3, ouais. Non, c'est pas la moitié. C'est pas A3, c'est A6, ça, non? A3, c'est pas 2 fois une A4? Non, justement, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Quand tu réduis. Ah. Non, A3, c'est 2 feuilles A4. Ah, c'est 2 feuilles Donc A4. ça, c'est genre A5 ou A6 ou je sais pas quoi. Voilà. Donc c'est la moitié d'une feuille A4, les en fiches Bristol, et tu les colles un peu en éventail, tu les scotches les unes aux autres, ça fait un éventail. Ah ouais. Et du coup, ça me permet de voir mon histoire. Je peux la poser par terre et je vois tout le long. Ah, mais c'est le board à la Blake Snyder dans Save the Cat, ouais. Et à la fois que genre en fait j'ai fait ce système parce que non en effet ça me rappelait la 6e et en plus c'était plus fun que genre juste parce qu'à l'époque en 6e je mettais des définitions de conjugaison et des trucs chiants dans ce genre de trucs et là maintenant j'en faisais un plus pour mon histoire et donc je peux l'emmener tu vois genre ça fait aussi un peu bouquin tu vois je peux l'emmener dans le métro ou dans d'autres endroits et coller mes petits setup, catalyst, les différentes étapes de l'histoire. Les différentes étapes de l'histoire. Et je peux le feuilleter comme ça, comme un bouquin, mais aussi je peux voir mon histoire, la dérouler et la voir en une seule frise. C'est hyper bien. En plus, c'est comme il dit dans le bouquin Save the Cat, ça permet de perdre un maximum de temps. C'est exactement ça. Il faut perdre du temps à trouver des solutions pour imaginer son histoire parce que tu seras la seule personne à, une fois que ça sera devenu un scénario, ça y est, ton histoire, elle va devenir linéaire. Elle va se consommer page par page, puis après, genre minute par minute, quand tu auras filmé un truc. Et toi, avant que ça soit page par page, vraiment dans le cadre du scénario, tu seras la seule personne à pouvoir potentiellement l'avoir tout d'un coup. Tu vois, la poser sur une table, que ce soit tes post-it ou je sais pas quoi, peu importe la façon que tu fasses. Et du coup, j'ai essayé de penser à une manière qui me permettrait de visualiser tout mon film et toute mon histoire d'un coup, en un seul coup d'œil. Je vois où ça va et je peux me balader dedans pas en feuilletant. Et donc cette frise, ce mélange de carnet frise. En fait, est-ce que ça désolé pour ceux au son qui comprennent pas du tout. Non, c'est trop bien, mais il risque d'en avoir un auditeur qui va en faire un produit, tu vas voir, il va le vendre sur Internet. Non, mais du coup, est-ce que ça gamifie un peu aussi le fait d'écrire ou? Ouais, c'est ça. En fait, ça morcelle le travail, c'est ça ou comment? Ça le morcelle, ça c'est aussi en effet pour visualiser ton histoire qui va après devenir que entre guillemets des mots, qui peuvent devenir des mots sur une page. Donc c'est comment avant ouais, puis c'est pour un peu la rendre un peu fun, un peu je faisais un peu ça aussi pour mes révisions, tu vois, de bac et de BTS. Je les rendais, je me créais un petit système un peu justement qui détournait un peu du système de révision de base et les fiches de révision de base. J'essayais de me créer un truc un peu plus fun et un peu plus avec des couleurs et des feutres et des trucs pour rendre le tout un peu plus où je faisais croire un peu à mon esprit que je jouais. Ouais, tu te dis comment est-ce que ce serait si c'était marrant, quoi, en fait. Un peu, ouais. Comment ce serait si j'étais gosse et que je voulais le faire. Un peu, c'est ça, ouais. T'allais dire un truc, t'allais dire mon rêve, mais peut-être que t'as oublié. Mon rêve? Ouais. Ah oui, si. Mon rêve, si j'ai en technologie et tout, de création de scénario ou d'idées, ce serait un truc qui est un peu à la Minority Report, une sorte de gros
tableau board hologramme contrôlable par les mains, où en effet très vite les images que tu as dans ta tête peuvent être projetées, tu vois. Donc si tu vois par exemple Tom Cruise, dans ton idée il y a Tom Cruise, hop tu vois une sorte de calcul de rendu de Tom Cruise, et que tu vois un peu toutes les scènes et que tu puisses te balader dans ton histoire avant même de l'écrire, en gros comme si tu étais en montage. T'as un logiciel de montage mais que de pensée, et tu peux mettre play, tu peux mettre la musique que tu veux, tu fais ça rend bien, oui ça rend bien et tout machin, j'écrirai donc ça. En fait, tu vois le film, tu l'écris, puis après tu le mets dans la réalité. Mais ouais, ça n'existerait jamais, mais genre ce serait ça que c'est ça le plus dur quand t'élabores une histoire, c'est d'arriver à bien la visualiser, à tout capter. Ça, c'est pour le côté un peu mathématique de création d'histoire, parce que récemment j'ai un peu découvert, où j'explore un peu plus un côté un chouïa plus organique, d'aller dans l'histoire avant même d'essayer plus de la contrôler, l'histoire, d'essayer plus de justement de la visualiser en large comme ça, et de se dire ok il se passe ci à la minute machin, un peu mathématique, et d'aller plus dans une scène par exemple, et de découvrir ce qui se passe dans cette scène, et de pas savoir ce qui se passe après, et d'aller plus dans l'intérieur, dans le zoom total. Tu vas écrire la scène, et la scène t'emmène là où elle t'emmène, quoi. C'est un peu ça. Alors, c'est intéressant parce que donc j'ai lu les bouquins, j'ai écrit un court-métrage récemment, et je bosse un peu sur des trucs comme ça en ce moment. Ouais. Et j'ai lu du coup Save the Cat, et j'ai lu plein de livres liés à ça, et j'ai lu aussi On Writing de Stephen King. Ouais. Et Stephen King, lui qui a écrit aussi des films, etc., il dit moi la structure non, tu vois, carrément, et je me fous dans le bouquin, et j'écris. À la fin j'ai un premier jet, et je fais alors ok là ça marche pas au niveau de la structure, mais parce qu'il a tout internalisé déjà. C'est ça. Moi comme j'y connais rien, je voulais commencer par le manuel. Bien sûr. Mais du coup ce que tu dis c'est intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où le manuel bride la créativité, tu sais? C'est ça, ouais. Je pense qu'à un moment, faut un peu péter son manuel. Il faut dire, ok, j'ai bien appris ça, je l'ai respecté quelques fois et tout. Et au bout d'un moment, faut dire, ok, fuck ces règles. Je veux avant tout créer de l'émotion, tu vois. Et c'est tout. Et à la fois, en effet, ces règles, au bout d'un moment, elles passent dans ton inconscient, elles passent dans des réflexes. Elles sont plus, tu t'as plus à les formaliser dans ton esprit pour pouvoir dire, il faut que je respecte cette règle. Tu la respectes sans le savoir, même en te croyant que tu breaks que tu casses cette règle. T'es en train de respecter cette règle parce qu'elle est passée dans des réflexes. J'ai découvert ça un peu j'apprends toujours la conduite. J'ai pas encore mon permis et j'apprends la conduite. En apprenant que je gagne des réflexes. Qui premier jour de conduite, je suis en mode oh là là, il faut appuyer là, et puis au bout d'un moment, genre c'est un truc que je savais même pas que mon cerveau l'avait fait, tu vois. C'est un peu pareil en écriture, c'est que toutes ces règles, au bout d'un moment, elles passent dans une autre zone de ton cerveau qui est carrément plus réflexe, quoi. Je dirais sûrement une connerie en disant que c'est l'amygdale, mais je pense pas que ce soit l'amygdale. Mais et du coup, genre, enfin, aucune idée, vraiment. Je sais pas. Dans cette partie du cerveau, dans la partie du cerveau qui fait des trucs un peu inconscients et réflexes. Et en effet, ce que j'adore dans la façon de faire de Stephen King, justement, que j'écoute beaucoup de ses interviews et de ses conférences. De comment il fait. Quelles interviews, quelles conférences? Genre, je tape Stephen King interview sur YouTube. Il a une discussion avec George R.R. Martin qui est très cool. Ils discutent tous les deux sur scène. C'est cool de savoir comment les deux font. Et puis non, il y en a pas mal. Enfin, vraiment, tu tapes une interview Stephen King, il y en a pas mal. Il y a une chaîne YouTube aussi qui. Alors j'aime pas trop le côté un peu succès de cette les 10 trucs du succès de machin. Alors j'aime pas trop, il y a un petit côté entrepreneur, trop le succès c'est argent / fame, enfin célébrité, tout ça. Mais des fois il y a des conseils super cool, et le mec fait un best of de plein de conseils, et c'est cool d'aller voir après les versions longues. Mais donc il y en a un de Stephen King qui est très cool. Et ce que j'aime bien dans Stephen King en effet, c'est qu'il aime pas savoir la fin de ce qu'il va créer. Il aime en fait, même une fois qu'il a fini un roman, il s'en bat, il commence à s'en foutre de ce truc-là. Il l'a découvert, il l'a écrit en le découvrant, puis après il fait bon courage, maintenant c'est pour vous. En fait, il veut que ce soit une aventure tout le temps, quoi, son truc. Ouais, c'est ça. Et puis ça l'intéresse pas de savoir la fin dès qu'il a l'idée. Alors que moi, en tout cas, ces derniers temps, je suis plus à me dire, ok, j'ai cette idée, ça pourrait aller par là. Je vois le plan de fin, ok, maintenant je l'écris. Alors que lui, il a tellement d'expérience, il a tellement rodé son truc que maintenant, il commence un roman, il veut absolument pas savoir sa fin, il veut être lui-même surpris par sa propre fin. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que à trop suivre le manuel, tu perds un peu l'excitation, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais il y a des projets où, en fait, si j'ai pas peur, c'est que j'ai bien suivi les règles et je sais que ça va marcher. Mais du coup, si on me dit super, bravo, c'est génial, ça va moins m'affecter parce que du coup, tu y as moins mis de toi aussi. Alors que si tu te laisses partir sur une tangente.
Là, t'es complètement dans toi, en fait, ouais, et plus du tout dans les règles. C'est ça, ouais. Non, mais est-ce qu'il faut quand même commencer par apprendre les règles, selon toi? Je pense chacun fait son chemin et fait vraiment ce qu'il veut. Si les règles ça t'intéresse pas et tout, suis ton intuition et ton côté organique, le côté plus mathématique ou règles pour raconter, en tout cas pour raconter des histoires, viendra peut-être plus tard, on sait pas, faut que chacun fasse comme il veut. Moi, en effet, j'ai beaucoup commencé par les règles et comment qu'on fait. Ou pas comment qu'on fait pour faire un film, mais comment les films marchent. Et c'est pour ça que Save the Cat de Blake Snyder me parlait beaucoup. C'était pas genre, voici comment écrire un chef-d'œuvre. C'était genre, voici comment pas mal de films qui ont marché fonctionnent. Et les trucs qu'on y retrouve qui sont en commun dans ces différents films. Et donc j'aimais un peu apprendre ça, mais au bout d'un moment, ça m'enfermait pas mal. Je me disais, je respecte pas ce point-là. Et si Blake Snyder me lisait, putain, il me mettrait une taloche sur le crâne parce que je suis un mauvais élève. Parce que t'as pas mis le All is Lost à la page 70 ou Ouais, c'est ça. Et j'en respecte quand même encore, tu vois, mais genre en effet j'ai hâte de découvrir une écriture où je peux plus où l'essentiel c'est est-ce que à chaque instant t'as envie de tourner la page et quelles émotions tu ressens à quel moment, tu vois, parce que un truc qui m'a fait le plus de bien quand j'apprends toujours à écrire, mais quand je galérais à écrire, je galère toujours à écrire, mais tout ça, c'était un gars qui disait une histoire au final c'est de l'émotion sur du temps. En tout cas en cinéma mais pour parler que du scénario au cinéma ou audiovisuel, c'est du temps qui passe, tu mets lecture et normalement ça s'arrête pas et tu vis différentes émotions, tu vois. Enfin, tu veux que ton spectateur expérimente différentes émotions. Le maximum à l'émotion, celle à éviter le plus, c'est l'ennui. Si tu lui fais vivre de l'ennui à ton spectateur, vraiment il veut se barrer de la salle ou changer de programme. Mais les autres, elles sont toutes autorisées, tu vois, la peur, être intrigué, la colère, la joie, la tristesse, tout ça. Et du coup, quand je me dis, au final, c'est que ça que je fais, j'oublie toutes les règles. Et c'est genre, au final, quelles sont les émotions que je veux que mon spectateur/lecteur ressente? Ça me permet de me concentrer sur la règle la plus simple, tu vois, de base, la toute base. C'est quoi que j'écris, tu vois? J'écris juste pour faire expérimenter des émotions. Et donc, à la minute 10, qu'est-ce que je veux que mon spectateur ait comme émotion? De la colère? Est-ce que je respecte ça? Comment je fais pour aller dans ce sens-là, quoi? Tu prends des décisions plus facilement sur ce que tu fais parce que t'as un seul référentiel ou... Ouais, c'est ça. J'ai qu'un seul truc à respecter. Et le seul truc, c'est pas être ennuyant. Enfin, en tout cas dans ce genre d'histoire, parce que t'aurais le droit en soi de genre je montrer l'ennui, mais c'est une des émotions les plus risquées à faire ressentir à ton spectateur, parce que s'il s'ennuie pour de vrai, peut-être qu'il veut aller faire autre chose, tu vois, et qu'il sort de l'histoire. Et donc quand je me réfère que à cette règle, quand je suis un peu embrouillé dans toutes les règles et tout, j'essaie de me référer qu'à celle-ci, parce que je me dis ok, celle-ci c'est la base, je suis pas obligé de respecter qu'il se passe ci à la minute machin, à la minute 50, etc. Au final, qu'est-ce qui se passe en émotion, tu vois? Et de se concentrer tu reviens à l'essentiel du truc, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on regarde des films, c'est pour ça qu'on regarde des trucs ou qu'on expérimente des histoires. Certes, on veut apprendre des messages et des leçons, mais on veut expérimenter des émotions, tu vois. La question, c'est pourquoi est-ce que je fais ça? Pour faire ressentir des émotions aux gens. C'est ça, ouais. Moi, c'est parce que sinon tu peux entrer dans des problématiques de pourquoi est-ce que je fais ça, il y a plein d'autres questions, il y a plein d'autres réponses. Pour montrer que mon personnage veut vraiment ce bout de pain, et donc non, c'est genre pour montrer que je suis un bon auteur et que je fais des bonnes répliques. Exactement, c'est ça. Il y a en effet l'ego, bon, il est très souvent là et faut apprendre à jouer avec lui, mais quand au final tu te concentres juste sur cette base-là, moi ça m'aide en tout cas. J'espère que ça aidera d'autres gens. Mais alors dernière question par rapport à ça, c'est comment tu fais quand t'as toujours pas sorti ton premier truc et que tu penses que tu dois sortir des choses mais que t'as trop peur de les sortir? Est-ce que tu dois sortir des petits projets? Est-ce que tu sais? C'est-à-dire, je comprends pas trop. En fait, je reviens, je pense à une personne à qui j'ai parlé récemment qui me disait que elle dessine. Ouais. Et qu'elle voulait sortir des choses mais que c'était jamais assez parfait, tu vois. C'était jamais assez parfait pour elle, tu vois. Ouais. Et on disait tout à l'heure, il y a un problème parce que tu vas jamais faire un truc parfait et du coup tu vas jamais rien sortir, tu vois. Bien sûr. Donc moi ce que j'ai envie de lui dire c'est juste sors-le, tu vois. Ouais. Mais en même temps c'est quelque chose de compliqué, quoi. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui te demandent ça. Tu leur dis quoi, toi? Moi, ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est
Déjà, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Je cherchais la réponse toute faite à travers tout l'internet, la recette, la personne qui dira dans une interview le truc qui va trop tout me débloquer et tout. Et en fait, quand je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de réponse toute faite, moi, je trouve qu'il y a que des mélanges de réponses, il y a que des mélanges de deux pôles opposés. Et ben, pour la personne qui en effet veut sortir un truc trop parfait et s'enlise et ne sort jamais rien, si ça lui fait du bien et si c'est sans souffrance, en soi, pas de problème, hein, mais 10 ans à faire un truc, ça en sera que meilleur, tu vois. Mais un truc que j'aimais bien, que j'ai entendu de Dan Harmon, donc le créateur de Community et Rick et Morty, et que personnage que j'aime beaucoup et créateur que j'aime beaucoup, il dit un truc qui est pas mal dans un podcast où il dit des fois faut faire de la merde et faut accepter de faire de la merde parce que en fait il parle de procrastination et il dit la procrastination c'est surtout que tu crois qu'il faut s'y mettre au dernier moment parce que t'es un peu un génie et que de toute façon au dernier moment on pourra pas trop te dire on pourra te dire putain tu l'as fait ça au dernier moment, c'est pas mal quand même, qu'est-ce que ça ferait si tu t'y étais mis 3 mois plus tôt. Et du coup que genre il disait faut arrêter de vous prendre pour Mozart, ou faut arrêter de croire que l'acte créatif ça va être cette transe de Mozart, de genre de composition, de chef-d'œuvre, de symphonie. Faut juste écrire, c'est que écrire, tu vois. Écrire c'est juste écrire et surtout donc autorisez-vous à écrire de la merde et il compare un peu, je retranscris très mal mais je vous encourage à aller voir ce qu'il dit lui de base. C'est je mettrai toutes les références de tout dans les notes. Dan Harmon on Procrastination, je crois que ça s'appelle comme ça sur YouTube, et il compare aussi avec une araignée qui fait sa toile d'araignée. C'est qu'elle fait pas son chef-d'œuvre de toile d'araignée direct. Elle a fait avant une toile d'araignée où il y a un connard qui est passé devant. Elle a fait une toile d'araignée qui était trop basse et du coup elle a testé plein de trucs. Elle s'est pas arrêtée et au bout d'un moment elle a fait la belle toile d'araignée qui est calée dans un coin tranquille et qui est ce magnifique chef-d'œuvre et tout. Mais elle a continué à faire cette toile d'araignée, tu vois. Et j'aime bien cette petite comparaison et moi ça m'a aidé un peu à me dire en effet, à m'autoriser à faire de la merde, mais vraiment de la grosse merde. J'ai dans mon fichier, dans mon dossier écriture sur mon ordi, j'ai un dossier truc de merde. C'est vrai que ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle vraiment truc de merde. Ouais, ça s'appelle shitty stuff. Parce que j'aime bien utiliser des fois l'anglais. Et donc dans mes shitty stuff, c'est un petit exercice des fois que je me fais quand j'arrive pas à m'y mettre. Je me dis OK, bah j'écris un truc de merde là. Et du coup, je vais ouvrir un petit Final Draft ou un Word ou je sais pas, n'importe. Et le but est d'écrire une histoire de merde, nulle à chier, qui respecte rien que genre je m'oblige à respecter, tu vois. Donc ça peut être tu te débloques en faisant un truc pas bien, ouais, c'est ça. Ça peut être incohérent, ça peut être niais, ça peut être cliché, ça peut être ouais, enfin tous les trucs que tu te dis quand tu dois bien créer. Et tu pourrais faire la même chose en dessin, tu vois, quelqu'un qui dessine et qui se force justement à respecter énormément de règles, énormément de son style, énormément de trucs, d'avoir juste une page de trucs de merde, tu vois, et de dessiner un caca et de dessiner un bonhomme avec en bâton et de tous les trucs tes petits interdits, de les faire là, c'est assez libérateur. Et moi, ça me faisait du bien ce petit exercice, de m'autoriser à faire ça, m'autoriser à le faire en tout cas. Et voire même dans tes créations en tout cas, de s'autoriser à en fait, j'aime bien alterner entre tes créations sont ultra importantes pour le monde. Genre, elles font du bien au monde, elles vont faire du bien à des gens. Tu sais même, peut-être que tu vas même sauver une vie grâce à ta création. Tu sais pas, tu vas la mettre au monde, ça sera plus à toi, ça sera plus tout à fait à toi. Et il y a peut-être quelqu'un qui va la consommer et ça va lui changer sa life, tu sais pas, tu vois. Donc, cette importance-là à la création, j'aime bien. Et j'aime bien la mélanger à du nihilisme total de ta création, on s'en bat les couilles. Tout le monde s'en fout. Tout le monde a sa vie et vit sa vie et ils s'en foutent de ta vie à toi. Et ils vont regarder ton truc vite fait du coin de l'œil et donc on s'en fout. Donc autorise-toi de faire de la merde. Et j'aime bien alterner entre les deux parce que les deux me font du bien et j'alterne quand j'ai besoin d'une réponse. Quand j'ai plus besoin de trouver un sens et je me dis je suis un caca, et ben je vais plutôt me dire non c'est super important, vraiment une création audiovisuelle, moi ça m'a trop aidé dans ma vie, c'est vraiment mieux que des antidépressifs, des antidépresseurs. Et il y a vraiment des films où genre j'en suis sorti empli d'espoir, d'inspiration, de courage et donc des fois j'ai besoin de cette réponse là, de genre créer pour faire du bien, créer pour
crée ces médicaments qui font trop du bien, qui changent le monde, qui amènent notre civilisation, notre groupe vers des meilleures contrées. Et à la fois, des fois, genre, quand j'ai peur de cette pression-là, genre, oh mon Dieu, faut que ce soit parfait, du coup, blablabla, et ben, je dis, non, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en bat les couilles de toi. Crée ton truc, fais-le aussi imparfait que tu veux, mets un monstre rose dedans qui a des ailes, on s'en fout, fais-toi plaisir. Et j'essaie d'alterner entre les deux réponses me font du bien. Donc à cette personne dont tu parles, je pense que je lui dirais d'alterner aussi entre les deux. Et du coup, je sens que cette personne a peut-être besoin de plus de connecter avec le « mais on s'en fout, tu vois, on va tous mourir, tout le monde va mourir, autant que tu te fasses plaisir. » C'est quelque chose que tu te dis, ça, on va mourir et c'est... Ouais. Et c'est super, mais de façon libératrice. Ouais, libératrice. Genre, c'est la seule certitude. Tu vois, quand j'étais dans ma quête de réponse, quelle est la réponse pour bien écrire et tout, la seule réponse que j'avais de cette vie, c'était, ah, mais on finit tous par crever, en fait. Enfin, on s'en fout, c'est ça. Tout a une fin. Donc, autant se faire plaisir. Pas dans le sens égoïste de genre, je vais tout brûler et c'est que moi qui compte. Mais autant se faire du bien. Et donc, est-ce que ça me fait du bien de créer? Oui. Et est-ce que ça me fait du bien d'être imparfait? Ouais, ça fait peur, mais ouais, ça fait du bien. Donc des fois, ouais, de voir le truc comme genre, on n'est pas éternel, et, je trouve ça assez positif. Nihiliste, mais c'est un peu la série Rick et Morty qui m'a ce nihilisme qui fait du bien. Excellent. Ce nihilisme de genre. Il y a des versions infinies de toi. Ouais, c'est ça. Rien n'a de sens. On va tous crever. Allez, vis. Tu vois, genre, fais du bien autour de toi, fais des câlins. Ça me fait vachement de bien. Ouais. Je crois que c'est la seule chose c'est la chose qui a le plus changé ma vie, je dirais, cette dernière année. Ouais. C'est de me dire, en fait, on s'en fout vraiment, quoi. Ouais. Et du coup, et vu qu'on s'en fout, en fait, tout est important d'une certaine manière. C'est ça. T'as tous les gens avec qui t'es, les moments que tu passes, c'est hyper important, mais c'est pas grave, quoi. Ouais, c'est ça. Et je sais pas, c'est hyper libérateur, je trouve. Et de la même manière, il y a un autre truc que je me dis qui est en fait, une bonne vie, c'est quoi? Mais ça, je crois que je l'ai lu quelque part. Bah, une bonne vie, c'est juste plein de bonnes journées, en fait. Ouais, c'est clair. Tu passes plein de bonnes journées, et clairement, t'as eu une super vie, quoi. C'est la bonne définition. Et du coup, ça veut pas dire YOLO, comme tu dis. C'est pas genre brûler la vie par les deux bouts. Mais c'est, en fait, personne va te dire à la fin, c'était de la merde, tes dessins. Genre, oui, voilà, c'est ça. En plus, les gens se rappellent quasiment que des bons trucs. C'est ça, ouais. Et on vient souvent de parler des trucs que t'as fait dont t'es pas fier, toi? Si je réponds non, j'ai l'impression d'être un gros connard. Non, absolument pas. Mais peut-être si. Enfin, c'est vrai que moi, je m'estime très chanceux d'avoir des gens qui me suivent ou qui me reconnaissent ou qui connaissent mon travail, qui sont super bienveillants. En tout cas, les moins bienveillants, ils viennent pas me parler. Peut-être, enfin, tant mieux pour ma journée, quoi. C'est parce que je pourrais pleurer. Mais en tout cas, ouais, non, j'ai plutôt des gens vraiment bienveillants qui pour la plupart, ça leur a fait du bien. Et les gens un peu moins, pas moins bienveillants, mais des fois il y a des gens qui connaissent juste qui t'es ou à quoi tu ressembles, mais qui connaissent pas vraiment ce que t'as fait. Et ça, les conversations sont des fois moins intéressantes, surtout si c'est des gens qui ont bu de l'alcool en soirée. Voilà. Mais sinon, j'ai des gens super chanceux, des gens trop cool, très passionnés. Ça, c'est super. Est-ce qu'il y a des habitudes ou des genre routines que tu as mis en place ces derniers temps qui ont bien changé ta vie ou parce que comme tu es dans un métier créatif, il y a toujours le côté il faut faire tourner la machine un peu comme quand tu dis tout à l'heure que quand tu y arrives pas, tu vas faire un truc de merde par exemple. Oui. Bah ça par exemple, peut-être ça fait partie de ce genre d'habitude ou de un truc que je fais un chouïa moins ces dernières semaines parce que j'étais occupé à réaliser un court-métrage pour la chaîne de Cyprien, avec Cyprien, une histoire qu'on a écrite avec Cyprien et moi et que j'ai réalisé. Donc je fais un peu moins ce rituel parce que j'étais en écriture avant, et donc je m'étais mis à faire justement à chercher plutôt une sorte de rituel ou des trucs à faire. Je suis quelqu'un qui déteste s'autodiscipliner. J'ai une résistance trop à ça, genre ok, faut se lever tôt tous les matins, enfin machin. Je suis un peu plus non, je vis ma vie comme je veux, ok, je me couche à l'heure que je veux. Je suis un peu cool avec moi-même, tu vois, un peu genre rebelle avec moi-même, genre, tu vois. Mais étrangement, je me déteste un peu de dire ça parce que je déteste quand les gens disent ça et que je me dis c'est que je me suis mis à me lever tôt. et je déteste quand les gens disent ça parce que je me dis bravo, super, c'est levé tôt. Mais donc chacun fait comme il veut, tu vois, chacun se lève à l'heure qu'il veut et tout. Mais
moi, quand j'étais vraiment bloqué, j'arrivais plus du tout à créer ou quoi que ce soit. Je m'auto-énervais énormément, j'étais très frustré, etc. Quand je me suis mis, c'était ma copine qui avait commencé un challenge avec, parce qu'elle est aussi très entrepreneuse, enfin, elle est indépendante dans son taf, et du coup qu'elle s'était mis un challenge avec une de ses potes de faire une semaine en se levant très tôt, genre 6-7 heures, 5 heures, non 6 heures, je crois que c'était 6 heures à la base, et après c'est devenu 7 heures. Et je me faisais tellement chier et tout que je dis vas-y je te suis, tu vois, vas-y on se lève à cette heure-là et on voit ce qui se passe. Et du coup moi ça m'a fait trop du bien parce que j'avais toute la journée devant moi. Donc en fait je pouvais, et en plus vraiment autour de, quand tu te mets du coup je me mettais à bosser, ou en tout cas face à mon ordi ou face à mon taf à 7h ou 7h30. Il y a personne qui m'envoie de texto, il se passe pas grand-chose dans le monde, il y a rien pour me dérouter, ou tu vois. Et du coup j'avais cet espace libre où j'étais genre ouais, je suis libre là, tu vois, je peux faire ce que je veux et tout. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de me lever tôt et de créer un peu le matin pour arriver à midi à me dire maintenant je fais ce que je veux, tu vois. Maintenant, il y a un côté j'ai gagné cette journée. Ouais, c'est ça. Maintenant c'est bon, genre si je veux faire une sieste, je fais une sieste, si je veux jouer à la play, je joue à la play, si je veux mater une série, je mate une série. Et ça améliore ta satisfaction. Ouais, j'avais des petites hormones de récompense cool, sympa. Et l'autre truc que je me suis mis à faire, c'était quand je sais pas quoi écrire le matin, quand je n'arrive pas à me mettre au projet sur lequel je veux me mettre, et je sais pas par quel bout commencer, par quoi, faut faire quoi là, tu vois, faut que j'enchaîne sur quoi et tout. Je me suis mis à faire un peu d'écriture automatique, à faire un exercice. Enfin, c'est un truc qui est assez, j'avais pas trop à me forcer, mais j'ouvre un truc, une page blanche. Et quand je me dis go, j'écris, je me mets un peu de musique pour être un peu dans un mood, tu vois. Mais c'est pas obligé d'être une musique super ouf, tu vois. Enfin, c'est juste un peu un truc de fond. Et pendant 10-15 minutes, je m'arrête pas d'écrire sans chercher ni de cohérence, ni de sens, ni de raconter quoi que ce soit. Chaque mot qui vient est le suivant, tu vois. Enfin, c'est un peu du journalisme en fait. C'est un truc d'américain dans tout ce qui est entrepreneuriat et tout. C'est tu te lèves le matin et le premier truc que tu fais, et moi je l'ai fait à une époque parce que j'ai vraiment absolument tout fait. Ouais. Dans ce genre-là, tu prends ce genre de carnet et t'écris 3 pages. Il y a différentes méthodes. Tu vois, il y en a qui vont écrire. Moi, ce que je faisais, c'est juste j'écrivais à la main, sans m'arrêter, pendant 3 pages. Et tu savais pas ce que t'écrivais? Je savais pas ce que souvent je me levais, je disais voilà, bah je me suis levé, j'écris, je sais pas ce que je raconte, mais hier il y a quelqu'un qui m'a fait ça, ça m'a fait chier, voilà pourquoi. Et en fait ça finit quand même par lancer quelque chose à un moment. Bah ça, c'est complètement ça. Avec moi je cherche encore moins de sens, parce que je cherche quand je me place devant mon ordi, je respire 2-3 coups, et dès que je commence le premier mot, c'est le premier mot qui vient dans ma tête, mais après j'essaye que ça passe le moins possible par ma tête. Et étrangement, c'est bizarre à dire, mais par mes doigts, c'est que les doigts c'est juste un échauffement des doigts, tu vois. Et du coup, genre que ça soit eux qui fassent le truc, et que moi, genre je m'arrête jamais pour réfléchir à la prochaine phrase, tu vois. Qu'est-ce qui sonnerait mieux là? Non, c'est genre si je dois écrire caca pendant 4 lignes, j'écris caca. J'essaye de pas faire trop de répétitions, justement, parce que plus je vais plutôt faire caca pipi pro, tu vois, genre. Mais en tout cas, genre le mot que je mets n'a pas d'importance, il y a pas d'importance au sens, et au bout d'un moment ça devient des fois des trucs. Il y en a genre j'en ai fait quelques-uns où des fois je me dis tiens, ça j'ai bien aimé, c'est sorti tout seul, c'est sorti d'une intuition et tout, je le réutiliserai, cette idée ou ce personnage ou cet événement, tu vois. Et donc ça, c'était un des rituels, en tout cas, je le voyais comme un échauffement de j'exerce mes doigts, parce que j'ai passé beaucoup de temps à me dire que j'écrivais, à estimer que j'étais quelqu'un qui écrivait sans jamais écrire. Et ça paraît bête, mais vu que moi ça me paraît pas du tout bête, parce que comme je dis la même chose, et que en ce moment j'ai un système, c'est-à-dire que je dois écrire tous les jours, minimum 500 mots, ce qui est vraiment pas beaucoup, mais et en fait si je le fais pas, je dis à un copain, c'est lui qui s'occupe de ça, je lui dis sur Telegram, je dis j'ai écrit 500 mots, et là-dessus où je le dis ou pas, tu vois. Et si je le fais pas, il m'envoie, avec une application qui s'appelle Lydia pour envoyer de l'argent, il m'envoie une demande de 90 €. Et j'ai un joker par semaine. D'accord. Tu vois. Putain, et là, j'ai déjà utilisé mon joker cette semaine. Donc, demain, c'est samedi. Je vais devoir écrire demain et après-demain. Et en fait, ça marche énormément, parce que tu sais, il y a une phrase qui dit
la quantité s'occupe de la qualité. Ouais. Et en fait, il y a un côté, si tu entretiens la machine, Ouais. et ben, tu vas quand même finir par la force des choses par sortir un truc intéressant à la fin. Ou, Ouais. tu vois. Ah, tout à fait. Et je t'ai coupé, je suis désolé. Non, mais alors je mettrais pas en place ce système parce que j'ai beaucoup trop peur. Ouais, c'est ça, c'est le but. C'est ça, mais c'est très intéressant justement et puis c'est voilà, tu vois, chacun fonctionne. Justement, là, t'as trouvé une solution pour un fonctionnement à toi, de te dire justement, ok, il me faut une petite punition / carotte et pour tenir ce truc. Et c'est super intéressant justement que du coup, t'en écris, voilà, les 500 mots et tout ça. Et moi, moi, je m'étais aperçu en fait que écrire, c'est beaucoup dans le cérébral, dans le cerveau, dans l'élaboration avant d'une histoire. Et j'écris des fois plus ou je crée plus quand je prends ma douche ou quand je fais des courses ou quand je marche dans la rue, parce qu'il y a des sortes de scènes qui se mettent en place, genre ah putain mais ce perso s'il fait ça, ça fait ci. Et après, quand il faut écrire, genre physiquement parlant, sur mon ordi, c'est plus du souvenir. C'est plus ah ok, je m'étais dit que cette scène, ça arrive comme ça, c'est dans le noir au début, puis après ils allument la lumière, ils font ci, tu vois. Et en fait, j'ai toujours cru que c'était comme ça qu'il fallait fonctionner tout le temps, mais à trop fonctionner comme ça, j'attendais d'avoir un film entier dans ma tête, sachant que je n'ai pas beaucoup d'espace de disque dur, j'ai pas tant d'espace de disque dur du cerveau, il fallait que je fasse de la place, donc c'est parce que c'est beaucoup de gigas dans ma tête, et du coup, avant de pouvoir l'écrire, et donc je m'étais plus dit, faut que j'écrive de toute façon, tu vois, faut d'une manière ou d'une autre, même si c'est de la merde, même si c'est machin, parce que je m'étais remis au dessin, enfin je me remis, quand je dis remis au dessin, c'est jamais tout à fait commencé le dessin, mais remis au dessin par rapport à quand j'étais enfant, tu vois. Quand t'es enfant, tu dessines pas mal. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, moi, je suis pas un dessinateur, il y a des gens qui dessinent mieux que moi et tout. Et là, je me suis plus dit, bah non, j'aimais bien dessiner quand j'étais gosse, j'ai plus le matos maintenant. Donc, je me suis acheté des petits matos, des petites trousses et tout, des petits carnets, tu vois. Et sur YouTube, je faisais des petits exercices et surtout, vu que je suis pas du tout dessinateur, là, c'est très logique pour moi de me dire, bah, si je veux apprendre, faut faire, tu vois. Je vais pas apprendre le dessin en m'attendant une vidéo en faisant, c'est bien la théorie. Maintenant, je m'y mettrai plus tard. Non, évidemment qu'il faut faire des coups de crayon et il faut apprendre à faire des cercles à main levée. Mais c'est pas que dès qu'on se dit, je suis écrivain, je suis dessinateur, je suis machin, direct, on se met une pression. Ouais. On doit être fort, tu vois. Ouais, oui, c'est ça. Et que tant que tu te le dis pas, en fait, c'est le seul truc que tu as envie de faire, bah, c'est d'écrire ou de dessiner, c'est normal. C'est ça. Je suis un mec ou une meuf qui écrit tous les jours. C'est pas genre je suis écrivain, j'écris des chefs-d'œuvre et des best-sellers. Non, je suis quelqu'un qui aime bien manier les mots et les poser et c'est tout, tu vois. Et en soi, on est une génération aussi avec nos technologies qui avancent, de plus en plus de gens qui écrivent très souvent par les textos, par les messages, par nos réseaux sociaux et tout. On a l'habitude de beaucoup écrire, tu vois. Enfin, c'est plus si spécial que ça, tu vois. Donc je sais pas pourquoi je dis ça, en fait on s'en fout, mais genre non. Tu vois, dans le dessin ça me paraissait super tellement limpide qu'il fallait que je m'entraîne avant de pouvoir faire quoi que ce soit de joli ou que j'estime joli, ou avant même de trouver ma patte, tu vois. Enfin, j'ai pas eu toute patte de dessin, de dessinateur pour l'instant, mais je savais qu'il fallait que je m'entraîne, il fallait que je fasse des cercles et tout. Et je me dis, pourquoi je vais passer en écriture? C'est le truc que je me dis depuis des années que j'adore faire. Et alors que je le fais tous les 2 mois quand il faut sortir un sketch ou quand il faut écrire un truc, là je le fais bien, je m'efforce d'être exigeant, d'être machin. Mais après, je le fais plus, tu vois. Donc je me suis dit, bah là j'essaye d'écrire des trucs de longue forme, qui prennent du temps, mais quand même si je bloque un moment, il faut que je continue d'écrire. Donc, ça m'a donné un peu l'impulse d'écrire même de la merde et même des trucs automatiques qui n'ont pas de sens, tant que genre j'avais rempli une page blanche, tu vois. Ouais, comme un travail un peu que tu ferais tous les jours, quoi. Comme si t'allais au boulot, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc ça m'a fait un peu du bien ce truc-là. Je sais pas si ça fera du bien à tout le monde, tu vois, mais en tout cas moi, oui. Bah, moi, pour ma toute petite expérience, c'est un truc que j'essaie de m'appliquer. Mais tu sais, dans le dernier truc sur Stephen King, ce que j'aime bien dans son bouquin qui s'appelle On Writing, c'est qu'en fait il te donne plein, donc c'est vraiment pour les gens comme moi qui cherchent toujours le plan détaillé de ce qu'ils vont faire ensuite, tu vois. Et en fait il donne plein de conseils pour écrire. Il dit mets ton bureau dans un angle de la pièce, il dit enlève les distractions, etc. Et puis en fait il dit toutes les 100 pages, mais tous ces conseils vraiment ne te servent absolument à rien si tu ne fais pas les seules 2 choses que je t'ai dit de faire au début, c'est-à-dire lire beaucoup et écrire beaucoup. Et vraiment, tout ce que tu peux faire à côté, ça n'a aucune utilité, tu vois. Parce que moi, clairement, j'ai direct mis mon bureau dans un coin, je me suis fait 3 gouttes de citron dans un verre, tu vois, enfin tout ce qu'il dit. Et après, j'étais là, mais j'ai toujours pas écrit, tu vois. C'est ça, Mais l'autre truc que j'aime bien, qui est un peu plus, et que dit pas mal Stephen King, qui m'a pas mal inspiré, c'est un peu plus ésotérique, chelou, cosmos, tout ça. Mais j'aime beaucoup. J'aime bien y croire avec parcimonie, enfin y croire
y croire complètement et à la fois me dire c'est peut-être pas sa solution. C'est de se dire que ton œuvre ou ce que tu crées n'est pas du tout à toi, mais dès l'origine, tu vois. Genre, c'est ça qu'un peu estime un peu Stephen King. Il est à la fois pas du tout maître, il est un vecteur, tu vois. L'histoire passe à travers lui, à travers ses doigts, et se pose sur des pages. Mais l'histoire était là avant qu'il existe, et tu vois. Enfin, et j'aime bien ce truc-là. Quand justement, si t'as des angoisses de genre, oh mon Dieu, ce que je crée, c'est de la merde et on va dire que je suis nul et que je suis con, etc. C'est de se dire, l'histoire, moi j'aime bien des fois voir l'histoire qui me vient. En fait, je suis une petite radio qui a une antenne et qui capte des messages, tu vois. Et nous tous, je suis pas plus spécial que les autres, tu vois. C'est nous tous, on capte des messages dans nos rêves et dans nos idées de ce monde, tu vois, un monde qui est hors de la réalité, de notre réalité. Et il y a tout ce monde-là où il y a toutes les expériences humaines et tous les rêves humains et des vies passées et futures et tout. Et tu captes des fictions là-dedans, tu vois. Dans le tas, il y a Jurassic Park, mais ça a déjà été fait, tu vois. Et du coup, tu captes avec ta petite radio, ta petite antenne, un truc qui est pas encore sur Terre. Et le truc, c'est juste de le capter, de le retranscrire au max. Tu vas devoir réinterpréter des choses et tout, c'est sûr. Mais tu peux affiner ton écoute de ce message, tu vois. Donc, ta concentration, ton inspiration, ou je sais pas, tu vois, appelle-le comme tu veux. Mais surtout, t'as un vecteur, t'as un outil, tu vois. T'es le messager, quoi. T'es le messager. Donc, en fait, si c'est de la merde, pas ma faute. Si c'est trop bien, pas ma faute non plus. Mais genre, si c'est de la merde, c'est pas grave, j'ai reçu ça, je vous l'envoie. C'est pour nous, les terriens, ça nous fera énormément du bien. Salut. Tu vois. Et ça, j'aime bien des fois penser à ça. Enfin, ça me détend de voir un peu des fois les choses comme ça. Quand j'ai trop de pression ou de mon ego qui vient trop foutre le bordel et que là je me dis genre non, j'ai capté ce truc là, je pense que ça fait du bien à l'humanité pour ci pour ça, mais genre en soi je m'en fous, j'ai même pas de jugement sur cette idée, j'essaye de la capter au mieux et de la retranscrire au mieux, et donc j'essaye d'éduquer mes doigts, mes bras, mes muscles, mon corps. C'est mon corps qui va la mettre en action, tu vois, pas mon cerveau, tu vois. Et donc voilà, enfin j'aime bien. Donc, tu t'enlèves la pression, ouais, tu t'enlèves la pression en te disant je suis que le messager et je fais de mon mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Et je suis une radio, je retransmets un signal via une petite enceinte, enfin toute l'image que tu veux. Et ça, des fois, ça me fait du bien de voir les choses comme ça pour m'enlever de la pression, surtout dans de la création un peu entre guillemets, full création originale ou quoi que ce soit. Et je pense que ça peut être la même chose dans tous les corps, dans tous les différents arts, tu vois. Genre, t'as vu un truc avant, je sais pas. Peut-être que je dis de la merde. Mais moi, j'aime bien voir les choses comme ça de temps en temps. Ça me calme. Eh ben, merci beaucoup, Raphaël Descraques, d'être venu sur Nouvelle École. C'était un plaisir d'être sur Nouvelle École. Quelques petites questions. Où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à toi, à ce que tu fais? Est-ce qu'il y a un endroit où tu veux les envoyer en particulier? Pôle emploi. Non, pas physiquement, pas physiquement. C'est ça. Un endroit chez moi. Où est-ce que je sais pas trop. Je suis un peu éparpillé justement sur l'internet. J'ai en effet des réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou une page Facebook. Je sais pas. J'ai créé un site récemment où j'ai mis des scénarios, 2 scénarios que j'ai écrits et que j'ai décidé de mettre en ligne pour pas qu'il y ait que des producteurs en costard cravate et basket qui les lisent et qu'il y ait plein d'autres gens. Costard et basket. Ouais, un peu c'est le style de producteur, ça. Maintenant, ouais, on n'a plus les producteurs. C'est plus costard cigare. Ça, c'était Hollywood années 50. Nous, là, c'est plus Jones tranquille ou nice, petite basket qui va bien et tout. Et donc ouais, pour éviter qu'il y ait que des gens de ce milieu qui lisent mes trucs et pour voir si ça plaît à des gens ou si ça fait juste du bien à des gens. Et j'ai eu des messages qui disaient que ça avait beaucoup fait du bien à certaines personnes. Et donc ça, c'est le mieux. C'est le meilleur message que tu puisses recevoir quand ça fait du bien, tu vois. Et ça, moi, du coup, j'hésite pas à en envoyer aussi aux gens qui me font du bien par leur création. De leur dire merci. Ouais, de leur dire merci et de dire l'effet que ça m'a fait, tu vois, ou que ça m'a aidé dans ci ou dans ça, même si c'est des messages qui seront jamais lus. Ouais, ça c'est un truc aussi qu'on oublie souvent. Enfin, moi maintenant je le fais beaucoup plus depuis que j'ai ce podcast, parce que je vois à quel point en fait je lis quand même la grande majorité des messages que je reçois, ouais. Et les messages qui sont gentils, ils font vraiment plaisir, quoi. C'est clair. C'est-à-dire que parfois il y a des gens qui me disent j'ai envie
t'écrire, mais je t'écris pas. Je dis, mais écris-moi, dis-moi que t'aimes bien. Me dis pas que t'aimes pas, par contre. Ça me fait vraiment de la peine. Mais tous ces messages, je suis vraiment content, quoi. Et du coup, après, maintenant, de plus en plus, quand je vois un truc que j'aime bien, je me dis, alors, qui est-ce qui a fait ça? Je vais lui envoyer un message, c'était vraiment bien. Et je me dis, peut-être qu'il va l'ouvrir et qu'il va être content. Peut-être qu'il était en train de se dire, je suis vraiment qu'une merde, tout ce que je fais, c'est nul. Ouais. Et parce que moi, il y a tous les moments où je me dis, je suis vraiment qu'une merde, tout ce que je fais, c'est nul. Ouais. Si après, je vais voir et je vois un message comme ça qui vient d'arriver, je me dis, mais non, en fait, c'est bien. Continuons. C'est clair. Et du coup, voilà. Et donc, bon courage pour me trouver sur Internet. Et puis, je m'exprime pas trop sur Internet. J'ai un peu de timidité digitale. Ça me fait peur de parler sur Internet, de tweeter ou de machin. Donc, je cumule cette énergie pour m'exprimer en création. Comme ça, je parle à travers les créations et puis voilà. Ou en podcast, ça va. Podcast, c'est cool, c'est une discussion cool. Ouais. J'ai moins peur. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc @_Nouvelle École. _ c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/Nouvelle École Podcast et les dons commencent à 2 € à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.